La dinde refroidissait sur la table. Je sentais tous les regards braqués sur moi pendant que je m'embrouillais avec mon téléphone, essayant d'ouvrir l'email que j'avais reçu ce matin-là. Mes mains tremblaient tellement que j'ai failli le laisser tomber. 10 minutes, répéta maman, plus fort cette fois, pour que l'oncle Patrick et la tante Lorena l'entendent depuis l'autre côté de la pièce. C'est tout ce qu'il te donne. 10 minutes pour présenter ton petit, comment tu appelles ça déjà? Ton idée d'application? Elle prononça application comme si c'était quelque chose de répugnant qu'elle avait trouvé collé à sa chaussure. J'avais 28 ans, assise dans le salon de mon grand-père pendant le dîner de Thanksgiving, et j'avais envie de disparaître dans le tapis. 10 minutes pour prouver que tu n'es pas un échec complet, continua-t-elle, avant d'éclater de rire. Ce rire sec, tranchant, qui découpait ma confiance depuis l'enfance. Tu te rends compte? Même ne pense pas que ça mérite plus de temps. L'oncle Patrick ricana. La tante Lorena essaya de cacher son sourire derrière son verre de vin, mais je l'ai vu. Mon cousin Adam, lui, a simplement baissé les yeux sur son assiette, gêné pour moi, mais pas assez pour dire quoi que ce soit. C'était censé être mon moment. Je travaillais sur cette application éducative depuis 2 ans, une appli qui enseigne la programmation aux enfants à travers des histoires. J'avais maxé mes cartes de crédit, vécu de ramen, enchaîné 3 petits boulots pour financer le développement. Et oui, j'étais retournée vivre chez mon grand-père parce que je ne pouvais plus payer un loyer. Maman ne ratait jamais une occasion de me le rappeler. Le rendez-vous avec l'investisseur était tout pour moi. Un fonds de capital risque à San Francisco, l'un des plus grands, avait accepté d'écouter mon pitch. La plupart des fondateurs attendaient des années pour avoir cette chance. Mais on ne m'avait accordé qu'un créneau de 10 minutes. En réalité, c'est assez courant pour les premiers pitchs, commençai-je à expliquer, d'une voix à peine audible. Oh chérie, arrête. Maman m'interrompit, attrapant ma main pour la tapoter d'un air condescendant qu'elle maîtrisait à la perfection. On sait tous comment ça va finir. Tu te souviens du business de design graphique? De la boutique Etsy? De ce truc de photographie que tu as essayé? Elle les comptait sur ses doigts. Tu commences un projet, tu t'emballes, et puis tout s'effondre. C'est un schéma, ma chérie. Peut-être qu'il est temps d'accepter que l'entrepreneuriat n'est tout simplement pas pour toi. Maintenant, Margaret. Dit doucement grand-père, de sa place en bout de table. Sa voix était calme, mais quelque chose dans son ton m'obligea à lever les yeux. Papa, je l'aide à voir la réalité, répondit maman en se tournant vers lui. Il vaut mieux qu'elle l'entende de la famille plutôt que de se faire briser par un investisseur de la Silicon Valley. Je lui rends service. Elle se tourna vers moi. Peut-être qu'il est temps de penser à retourner à l'école. Obtenir un certificat d'enseignement. Quelque chose de stable. Quelque chose que tu peux réellement faire. Quelque chose que je peux réellement faire. Ces mots m'ont frappé comme une gifle. En fait, intervint la tante Lorena, mon amie Maggie est directrice d'une école primaire. Elle cherche toujours des assistants pédagogiques. Ce n'est pas très bien payé, mais c'est stable et c'est un vrai travail. Je pourrais glisser un mot. Parfait, s'exclama maman en applaudissant. Tu vois? C'est ça qu'il te faut. Pas ses rêves en l'air. Un vrai travail. Je sentais les larmes brûler derrière mes yeux. Je ne pleurerai pas. Pas ici. Pas devant eux. Tu sais quel est ton problème? Maman était lancée maintenant, renforcée par le soutien de la tante Lorena. Tu n'as jamais appris à être réaliste. Tu as presque 30 ans, tu vis chez ton grand-père, et tu n'as rien à montrer pour tous ces projets, à part des dettes et des déceptions. C'est à ce moment-là que la chaise de grand-père racla le sol. Il se leva lentement, il avait 83 ans, et ses articulations n'étaient plus ce qu'elles étaient, mais il y avait quelque chose dans sa démarche qui fit taire tout le monde. La pièce entière devint silencieuse. Il contourna la table, non pas vers moi, mais vers maman. 24 heures, dit-il, d'une voix stable et claire. Maman cligna des yeux. Quoi? 24 heures pour prouver que tu peux trouver un autre endroit où vivre que ma maison. Le silence qui suivit fut si total que j'entendais l'horloge du couloir. Le visage de maman passa par 5 expressions différentes en 3 secondes. La confusion,
l'incrédulité, le choc, la colère, puis un rire nerveux. Papa, enfin, je ne vis même pas ici. Je le sais, répondit grand-père. Mais tu sembles très à l'aise pour décider qui appartient où. Pour déterminer la valeur des gens. Pour mesurer quelqu'un en minutes et en dollars. Il marqua une pause. Alors soyons clairs. Si jamais tu t'adresses encore à ma petite fille de cette manière, ici ou ailleurs, tu ne seras plus la bienvenue dans ma maison. Papa, j'étais juste honnête. Non. Sa voix se fit plus tranchante. Tu étais cruel. Ce n'est pas la même chose. Le visage de maman vira au rouge. Je suis sa mère. J'essaie de la protéger contre la douleur. En la blessant toi-même en premier? Grand-père secoua la tête. Ce n'est pas la protéger, Margaret. C'est de la peur. Ta peur. Et tu l'as fait peser sur elle depuis qu'elle est enfant. Je n'arrivais plus à respirer. Personne ne s'était jamais opposé à maman de cette façon. Personne. Grand-père se tourna alors vers moi, les yeux adoucis. Depuis combien de temps tu travailles sur cette application? 2 ans, réussis-je à dire. Et combien d'utilisateurs la testent en ce moment? 342. Des professeurs et des enfants. Les retours sont vraiment très positifs. Mais l'argent n'est pas encore là, dit-il, sans critique, juste comme un constat. Non. Pas encore. C'est pour ça que j'ai besoin des investisseurs. Il hocha la tête. Ta grand-mère et moi, on a lancé notre première entreprise dans la trentaine. Une quincaillerie. On a mis 3 ans avant de gagner un seul dollar de profit. 3 ans. Tu sais ce que tout le monde nous disait? Je secouai la tête. Qu'on était fous. Qu'on devrait trouver de vrais emplois. Qu'on avait la tête dans les nuages. Il sourit au souvenir. Ta mère avait 6 ans. On vivait dans un appartement d'une seule chambre, à manger des haricots et du riz presque tous les soirs pendant qu'on mettait tout notre argent dans ce magasin. Maman s'était figée. Tout le monde nous disait d'abandonner. D'être réaliste. D'arrêter de courir après des chimères. Il regarda maman. Surtout la famille de ta mère. Ils ne lui ont jamais laissé oublier qu'elle avait épousé un rêveur au lieu d'un comptable. Il retourna à sa chaise et s'assit lourdement. Cette quincaillerie a financé les études de 3 enfants. Elle a payé cette maison. C'est la raison pour laquelle tu as eu la vie que tu as eue, Margaret. C'était différent, dit maman, mais sa voix n'avait plus aucune force. En quoi, la défia grand-père. En quoi est-ce différent? Elle n'eut aucune réponse. Tu veux savoir ce que je pense, continua grand-père. Je pense que tu as peur. Peur qu'elle réussisse dans quelque chose que toi, tu n'as jamais eu le courage de tenter. Peur que si elle y arrive, tu sois obligé de faire face à toutes les choses que tu as abandonnées. Ce n'est pas juste. Juste. Le rire de grand-père fut amer. Tu viens de dire à ta fille qu'elle est un échec devant toute la famille, et tu veux parler de justice? Le silence s'étira. Adam fixait son assiette. Oncle Patrick avait l'air de vouloir disparaître. Tante Lorena était devenue livide. Je pense, dit grand-père doucement, que tout le monde devrait partir maintenant. Le dîner est terminé. Personne ne protesta. En ramassant ses affaires, maman ne me regarda pas. Tante Lorena marmonna quelque chose à propos d'appeler plus tard. Oncle Patrick et Adam étaient déjà dehors en 30 secondes. Quand la maison fut enfin vide, juste grand-père et moi, avec une table pleine de nourriture froide entre nous, je me mis à pleurer. De gros sanglots, laids, que je retenais depuis des heures. Peut-être depuis des années. Grand-père se leva et posa sa main sur mon épaule. Parle-moi de ton application. Alors je lui racontai tout. Comment j'avais vu la fille de 7 ans de mon ami lutter avec les maths, comment les méthodes traditionnelles ne marchaient pas, comment elle avait appris à lire grâce aux jeux vidéo et comment je m'étais dit, et si apprendre à coder, c'était pareil? Et si les enfants pouvaient créer leurs propres histoires tout en apprenant les concepts de programmation? Je lui parlais des bêta-testeurs, de la fillette de 12 ans réputée, nulle en maths, qui avait créé toute une histoire interactive sur des dragons en utilisant des conditions et des boucles.
Du professeur de Portland qui m'avait écrit pour dire que 3 de ses élèves en échec étaient soudain enthousiasmés par la résolution de problèmes. Je lui parlais de la réunion avec les investisseurs, de toutes les semaines passées à répéter mon pitch, et de comment 10 minutes représentaient en réalité une opportunité incroyable, pas l'insulte que maman en avait faite. « De quoi as-tu besoin ?» demanda-t-il lorsque je m'arrêtai enfin. « Comment ? » Pour la réunion. « De quoi as-tu besoin ? » Je. « Grand-père, je ne te demandais pas d'argent. »« Je sais. Mais moi, je t'en propose. »« De quoi as-tu besoin ? » Je réfléchis. « Vraiment. Une tenue correcte, honnêtement. Tout ce que j'ai vient de Target. Et peut-être, l'investisseur veut voir du potentiel de croissance. Si je pouvais engager un développeur, juste à temps partiel, pour m'aider à ajouter les fonctionnalités que les professeurs demandent, ça montrerait que je suis prête à développer l'application. Combien ? Grand-père. Combien ? Peut-être 15 000 ? Pour les vêtements, le voyage, et 3 mois de développeur à temps partiel. Mais je ne peux pas accepter ton argent. Ce n'est pas un cadeau, dit-il fermement. C'est un investissement. Tu me donnes 5% de ta société, tu prends les 15 000, et tu vas assurer à cette réunion. Je le fixai. Tu veux des parts ? Bien sûr que j'en veux. Ta grand-mère et moi, on n'a pas construit une entreprise en étant idiots avec l'argent. J'investis dans ce en quoi je crois. Et je crois en toi. Il sortit son chéquier, de vrai chèque en papier, parce qu'il avait 83 ans et ne faisait pas confiance à Venmo et commença à écrire. Et quand tu seras célèbre, ce que tu seras, j'aurai une sacrée histoire à raconter au centre des seniors. Je ris à travers mes larmes. Grand-père, et si j'échoue ? Alors tu échoues. Et alors ? Il me tendit le chèque. Tu crois que je n'ai jamais échoué ? Cette quincaillerie ? C'était notre 3e entreprise. Les 2 premières se sont effondrées. On a tout perdu 2 fois. Mais on s'est relevé. Il tendit la main et releva doucement mon menton pour que je le regarde. Écoute-moi. Ta mère est ma fille, et je l'aime, mais elle se trompe à ton sujet. Elle se trompe depuis longtemps. Je ne sais pas si c'est de la jalousie, de la peur ou autre chose, mais c'est son problème, pas le tien. Elle pense que je suis une instable. Elle pensait que j'étais un instable, moi aussi, autrefois. Jusqu'à ce qu'elle ne vive plus dans un appartement d'une chambre. Il sourit. Le succès a une façon bien à lui de réécrire l'histoire. Les 3 semaines suivantes passèrent en un éclair. Je trouvai une développeuse nommée Alice qui venait de finir son master et cherchait du travail à temps partiel. Elle était brillante et croyait suffisamment au projet pour accepter un tarif un peu plus bas en échange d'une petite part d'équité. J'achetai un bon blazer, un bon pantalon et des chaussures sans marque d'usure. Je répétais mon pitch jusqu'à pouvoir le faire en dormant. 10 minutes. 600 secondes pour convaincre quelqu'un que ma vision valait la peine d'être financée. Maman n'appela pas. Pas une seule fois. Grand-père me conduisit à l'aéroport le matin du rendez-vous. Souviens-toi, dit-il en m'aidant à descendre de la voiture, ce n'est pas eux qui te font une faveur. C'est toi qui leur offres une opportunité. C'est différent. Le rendez-vous avait lieu dans un immeuble de verre à San Francisco, un bâtiment tout droit sorti d'un film de science-fiction. J'attendis dans le hall avec 5 autres entrepreneurs, tous cramponnés à nos ordinateurs portables, nerveux. Quand on appela mon nom, j'entrai dans cette salle de réunion comme si j'y avais ma place. Parce que j'y avais ma place. J'avais 10 minutes. J'en utilisais 8. Je leur parlais d'Emma, la fillette de 12 ans qui avait créé le jeu des dragons. Je leur montrais les statistiques d'engagement des enfants passant en moyenne 45 minutes par jour sur l'application, contre 15 minutes avec les logiciels éducatifs traditionnels. Je leur montrais les témoignages des professeurs. Je leur expliquais le modèle économique, les projections de croissance, l'opportunité du marché. Puis je me tus et j'attendis. La partenaire principale, une femme nommée Pamela, resta silencieuse un long moment. Puis elle dit. Nous aimerions vous proposer 500 000 $ pour 20% des parts. Mon cerveau se vida. 500 000 $. Impossible de parler.
Vous avez un bon produit, poursuivit Pamela. Mais surtout, vous comprenez votre marché. Vous avez résolu un vrai problème, vous n'avez pas juste créé quelque chose de cool. C'est rare. Je retrouvais ma voix. J'ai besoin d'y réfléchir. Je peux avoir 48 heures? Elle sourit. Très intelligent. Oui. Prenez le temps. Je sortis du bâtiment sur des jambes tremblantes, atteignis le coin de la rue, et appelai grand-père. Ils m'ont offert un $2 million, dis-je, avant de recommencer à pleurer. Je savais que tu y arriverais, dit-il, et j'entendis son sourire à travers le téléphone. Je le savais. J'acceptai l'offre 2 jours plus tard. L'argent arriva le mois suivant. Je embauchai Alice à plein temps, recrutai 2 autres développeurs et quittai la maison de grand-père pour un petit appartement à Portland. Maman appela 3 mois après la signature de l'investissement. J'ai entendu parler de ton application, dit-elle. Pas de préambule. Pas d'excuses. Oui. C'est vraiment formidable, chérie. J'attendis. Je veux que tu saches, continua-t-elle, j'essayais seulement de te préparer à la déception. Je ne voulais pas que tu souffres. En me blessant d'abord, dis-je, reprenant les mots de grand-père. Elle resta silencieuse longtemps. Je me suis trompée, dit-elle enfin. Je me suis trompée sur beaucoup de choses. Ce n'était pas suffisant. Pas même proche. Mais c'était quelque chose. Merci d'avoir appelé, maman, dis-je. J'ai une réunion dans 5 minutes. Je raccrochai avant qu'elle ne puisse répondre. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, mon application est utilisée dans 3000 écoles à travers 12 États. Nous sommes 8 employés, et nous sommes rentables. Vraiment rentables. J'ai acheté à grand-père un nouveau fauteuil inclinable, le plus beau que j'ai trouvé, et j'ai fait fabriquer une plaque où est écrit « Investisseur d'origine ». Maman et moi dînons ensemble une fois par mois maintenant. C'est parfois maladroit, mais on essaie. Elle ne donne plus de conseils commerciaux, ce qui est parfait puisque je n'en ai plus besoin. La semaine dernière, une femme m'a contacté sur LinkedIn. Sa fille utilisait mon application et venait d'être acceptée dans un programme d'informatique avec une bourse complète. Votre application lui a changé la vie, disait le message. Merci. Je l'ai montré à grand-père. 10 minutes, dit-il en secouant la tête, impressionné. C'est tout ce que ça a pris. Non, le corrigeai-je. 24 heures. C'est ce qu'il a fallu. Quand tu as donné 24 heures à maman, tu m'as donné le reste de ma vie. Il tapota ma main. J'ai juste dit ce qu'il fallait dire. C'est toi qui as fait le plus dur. Mais il avait tort. Le plus dur n'était pas de construire l'application, ni d'obtenir les investisseurs, ni de développer l'entreprise. Le plus dur était de croire que j'avais le droit d'essayer. Que je n'étais pas un échec simplement parce que j'avais échoué auparavant. Que 10 minutes pouvaient tout changer si j'entrais dans la pièce en croyant en moi. Parce qu'au fond, tout se résume à ça. Pas à ce que les autres croient de vous, mais à ce que vous croyez de vous-même suffisamment pour leur prouver qu'ils avaient tort. Et vous savez quoi? Parfois, il suffit d'une seule personne pour dire « 24 heures ». Une seule personne pour tracer une ligne dans le sable et vous dire que vous comptez. Que vos rêves comptent. Que vous méritez qu'on vous défende. Pour moi, cette personne était un homme de 83 ans qui avait échoué 2 fois avant de réussir, qui se souvenait de ce que ça faisait d'être traité de rêveur comme si c'était une insulte, qui savait que la distance entre l'échec et la réussite n'est qu'une tentative de plus. Alors oui. 10 minutes pour prouver que je n'étais pas un échec. Mais en réalité, c'était toute une vie sans abandonner, même quand ceux qui auraient dû croire en moi ne l'ont pas fait. Même quand moi je n'y croyais plus. Et ça vaut plus que n'importe quel chèque d'investissement. Merci d'avoir regardé. Laissez un like si cette histoire vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas encore fait, et cliquez sur la carte ci-dessus pour découvrir d'autres histoires comme celle-ci. À la prochaine.